La loi a eu raison d'insister sur la liberté de la création parce que justement elle est menacée. Ça a d'abord été une surprise pour moi d'ailleurs que ce rapport paraisse maintenant. Alors qu'il vienne du Sénat, c'est pas trop une surprise parce que justement quand on regarde les noms des rapporteurs, on s'aperçoit que notamment l'une d'entre elles, Sylvie Robert, a été très active depuis qu'elle est au Sénat sur les questions culturelles. Donc on peut dire qu'elle est très au fait des problématiques qui agitent les milieux culturels. Et parmi ces problématiques, depuis maintenant quelques années, il y a celle de la censure, disons, un problème avec la conception que l'on a de la liberté de création et aussi un problème avec l'expansion d'un certain nombre de modalités nouvelles de l'action publique, comme ce qu'on appelait les conditionnalités ou l'hyper-instrumentalisme, dont je pourrais dire un mot si vous voulez tout à l'heure. Et donc, c'est dans ce contexte où les milieux culturels alertent depuis maintenant ça fait à peu près 2 ans que la pression est constante dans les médias, sur les collectivités territoriales, qu'elles alertent sur une situation de malaise, d'une part, et d'autre part, on voit que des collectivités prennent des initiatives auxquelles on ne s'attendait pas, auxquelles, en tous les cas, qui sont en tous les cas très bizarres ou différentes de ce qu'elles faisaient auparavant, notamment en coupant des subventions qui étaient allouées depuis longtemps, ou comme tout récemment, là, avec le cas de la région des Pays de Loire, en supprimant des subventions qui n'entrent pas dans les compétences habituelles des régions. Et donc là, on a une situation très délicate, où les collectivités locales, ou certaines d'entre elles, semblent prendre de plus en plus de distance à l'égard de la politique de l'État, et où la politique de l'État est insuffisante à combler les problèmes, les manques, les déficits que vivent les milieux culturels. Alors, le premier point sur lequel le rapport attire l'attention, c'est la manière dont est vécu par les professionnels de la culture ce fameux article 1 et article 2 de la loi sur la liberté de la création de 2016. L'article 1er, c'est la création est libre. L'article 2, la diffusion est libre. Diffusion, programmation sont libres. Donc ça, ce sont des principes extrêmement importants, qui ont d'ailleurs été relativement discutés au moment de la loi, parce que beaucoup disaient, mais quel est l'intérêt d'un article sur la liberté de création, alors que nous avons une loi qui date de 1881, qui est la loi sur la liberté de la presse et la liberté d'expression, qui est associée à une très longue jurisprudence, très robuste, et qui apparemment aujourd'hui ne fait pas problème. Donc qu'est-ce que ça ajoute de plus? Alors ça ajoute de plus que les professionnels de la culture l'a souhaité. Souhaiter, c'est qu'il y ait cette mention de la création libre. Et je crois qu'ils ont eu raison de la souhaiter, que la loi a eu raison d'insister sur la liberté de la création, parce que justement elle est menacée. Et le rapport donne un certain nombre d'exemples de ces menaces. D'abord, des censures. Des censures claires, nettes, quand un préfet ou un maire interdit, annule une représentation au motif d'un trouble à l'ordre public. Et on a connu ça dans le passé. On voit que ça se produit de nouveau
suite à des mobilisations qui touchent à des questions de religion, qui touchent aussi à des questions de représentation peut-être sexuelle, ou qui touchent à des susceptibilité ou des mémoires meurtries, notamment tout ce qui concerne les questions de la colonisation ou des questions post-coloniales. Donc, sur ces points-là, il y a des intérêts à vif dans la société, et donc voilà, donc ça justifie aux yeux des autorités des annulations. Mais il y a aussi des cas de censure plus graves qui ne sont pas justifiés par ce genre de choses, mais qui peut-être relèvent d'une forme idéologisée de la culture. Et donc là, les acteurs culturels sont mal à l'aise. Ils sont tellement mal à l'aise qu'il y a aussi beaucoup de formes d'autocensure. Alors qu'ils ne veulent pas s'exposer justement à des annulations, et donc ils vont peut-être mettre de l'eau dans leur vin, ce qui est pas la meilleure des choses, parce que c'est pas bon, l'eau dans le vin. Et donc ils affadissent leurs propositions artistiques, et ils le vivent très mal. Donc ça, c'est un point important. Le rapport soulève aussi, justement, suite à cette juridicisation du droit de la création, un autre problème qui est en fait que les acteurs culturels, ou d'autres, acteurs culturels au sens des professionnels de la culture, mais ça pourrait être aussi des institutions publiques, ne font pas du tout appel à la plainte juridictionnelle. Donc on a d'un côté une juridicisation de la question, et de l'autre côté une absence de judiciarisation. Donc on ne va pas au tribunal, on dépose pas plainte. Et là justement, il y a recommandation de la part des rapporteurs de faciliter cette aide juridictionnelle et le dépôt de plainte. Alors, il faut nuancer aussi cette aide, parce que jusqu'à présent, il y a eu très peu de contentieux. Mais quand il y a un contentieux, les juges préfèrent faire référence à la jurisprudence de la loi de 1881 sur la liberté d'expression plutôt qu'à la loi de 2016. Donc c'est un peu étonnant, mais c'est une réalité. Donc il faut essayer de sortir de cette nasse juridique, et d'où la proposition d'aider les plaignants. Le second point que je voudrais aborder, et qui est parmi les préoccupations les plus importantes du rapport, c'est le sort de la coopération entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, on peut dire, d'une manière très générale, que les politiques culturelles en France ont été un succès lorsqu'elles ont été des politiques coopératives. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi, finalement, institutionnalise ce principe de coopération qui auparavant était entièrement contractuel dans le spectacle vivant. Dans le patrimoine, c'est différent. Il y a un édifice législatif extrêmement important. Mais dans le spectacle vivant, l'habitude qui s'était prise dès 1945-46, c'était de coopérer avec un simple bout de papier, avec une signature du préfet, du ministre et du maire, sur des projets. Et ça, c'était important, parce que ça a été la base progressive d'une espèce de grammaire politique qui s'est installée dans les milieux culturels, et qui a fait que on ne pouvait pas concevoir les politiques culturelles sans coopération. Donc, c'est important. Or, cette coopération est de plus en plus dégradée. Le rapport y fait allusion en disant
c'est un principe qui continue de faire sens. Alors, on voit que la formulation est un peu retenue. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme de la part des rapporteurs pour dire non, il faudrait redynamiser ce principe. Ils comprennent bien que le principe est un peu à bout de souffle. Et depuis une bonne dizaine d'années, peut-être même une quinzaine d'années, ce principe souffre de nombreuses exceptions. Vous savez, c'est un club. Les collectivités locales et l'État forment un club. Les villes, les intercommunalités, les régions, les départements, le ministère, d'autres acteurs. Ça fait un club. C'est un club où il est difficile d'entrer. Mais dès qu'on y sort, le club est dévitalisé. C'est une chaîne de coopération qui ne tient que par ses maillons les plus faibles. Et lorsqu'un maillon faible, comme par exemple la région, ou dans certains cas une collectivité locale, refuse de continuer à coopérer, alors c'est tout l'édifice qui se lézarde. Et on le voit, ça met en cause évidemment beaucoup d'autres collectivité, et ça a des conséquences extrêmement fortes. Je reviens sur cet exemple de la région Pays de Loire. La région Pays de Loire refuse de subventionner ce qui n'est pas dans sa compétence légale. Or, il faut se souvenir qu'en 2010, une loi a retiré aux départements et aux régions la clause de compétence générale. Cette clause de compétence générale, donc, faisait en sorte que les départements et les régions ne pouvaient plus intervenir dans la culture. Cette clause d'intervention dans la culture a été rétablie en 2014, et aujourd'hui, on voit que des régions refusent de la mettre en œuvre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, ce combat n'était pas si important que cela, d'une part, et d'autre part, ça veut dire que d'autres régions, d'autres départements peuvent suivre. Or, dans une situation de crise financière, elles n'auront peut-être pas le choix. Donc si l'État, qui est quand même celui qui essaie de réguler le fonctionnement de cette coopération, n'est pas très vigilant sur cette question, tout l'édifice de la coopération risque de tomber à terre. Donc ça, c'est un premier point, me semble-t-il, relativement important. Ensuite, il faut se dire que il y a dans la question de la coopération des domaines qui fonctionnent plus ou moins bien. Et la Cour des comptes vient de faire un rapport sur le patrimoine monumental où elle dit que l'état du patrimoine monumental se dégrade en raison des difficultés de coopération entre l'État et les communes, notamment. Donc ça veut dire que tout l'écosystème culturel du patrimoine au spectacle vivant est aujourd'hui menacé. Et il y a sûrement un problème de fond à gérer ici. Et ce problème de fond, il peut être géré de façon territoriale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ou plutôt jusqu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, lorsque la coopération fonctionnait bien, elle fonctionnait bien parce que les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, avaient les moyens d'être les vrais interlocuteurs des collectivités territoriales, de discuter, de négocier avec elles et avec les artistes et les compagnies, et de sorte que on mettait en place une plateforme de négociation qui a très très bien fonctionné. Or, les DRAC sont elles-mêmes menacées. On vient de voir que dans certaines DRAC, il y a eu des mouvements de grève, ce qui était tout à fait impensable il y a quelques années. Et donc ça veut dire que le système même de l'État, entre les services centraux et ces services déconcentrés, ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, alors du coup, la coopération territoriale elle-même ne peut pas bien fonctionner. Pour faire en sorte que la coopération fonctionne bien, la loi de 2016 avait notamment demandé que les comités territoriaux d'action publique, commissions territoriales d'action publique qui sont prévues par la loi NOTRe, aient un pendant culturel. Et donc il y ait une sorte de commission
territoriales pour l'action culturelle qui se réunissent régulièrement. Or, le rapport montre que ça ne s'est pas fait. Ces commissions ne se sont pas réunies. Normalement aussi, les commissions territoriales d'action publique ont pour obligation de faire chaque année au moins une ou deux séances avec à l'ordre du jour des questions culturelles. Ça non plus, ça n'est pas vraiment très bien respecté. Il y a un défaut de coordination au niveau régional de l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités, l'État et les professionnels, même si certains d'entre eux disent que les COREPS, les commissions régionales pour le spectacle, fonctionnent à peu près bien. Mais c'est tout à fait insuffisant parce que ça fonctionne sur des points qui ne sont pas forcément les points les plus importants. Et donc, l'aspect institutionnel de la coopération, finalement, n'a jamais vu le jour, hein, si on regarde bien ce que dit la loi. Troisième point sur lequel le rapport alerte, c'est sur la situation du financement de la culture. Alors, ça n'est pas quelque chose de nouveau. On sait depuis maintenant à peu près une dizaine d'années que les financements qui sont accordés au monde culturel souffrent. D'abord, ils ont souffert très fort en 2013-2014 lorsqu'il y a eu une restriction extrêmement importante de l'État sur les collectivités territoriales pour remettre à flot les finances publiques. Là, c'était pendant le gouvernement, pendant la présidence de François Hollande. Ensuite, il y a eu le coup de massue du Covid qui n'a pas fait rentrer de recettes pendant 1 an et demi. Ensuite, il y a eu en 2023 et 2024 les conséquences de la guerre en Ukraine avec le renchérissement de l'énergie et un certain nombre de problèmes comme l'inflation, ce qui fait que le milieu culturel n'a jamais réussi à reprendre le niveau de dépenses qu'il avait en 2013. Et au contraire, si on compte entre 2013 et 2024, avec l'inflation, il a perdu à peu près 20% de ses moyens. Or, nous sommes, vous le savez bien, dans une situation gouvernementale extrêmement précaire, où le budget n'arrive pas à être voté. Et donc, c'est aussi peut-être une motivation très forte des rapporteurs qui depuis quelques mois voient que la question des finances publiques est en débat et que les conséquences sur le milieu culturel vont être peut-être dramatiques cette fois-là, parce que justement ça vient après toute une série de crises. Alors, il faudrait sûrement aborder la question de façon structurelle. Ce que ne fait pas le rapport. Le rapport dit simplement qu'il faudrait l'aborder de façon structurelle, mais elle ne le fait pas. Il ne le fait pas. La Cour des comptes avait dit la même chose. Le Conseil économique, social et environnemental avait dit la même chose. Le ministère, dans certains rapports de l'inspection générale, dit la même chose. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conscience du problème. Il y a sûrement une conscience du problème, y compris au niveau institutionnel les plus élevés. Mais il n'y a pas pour l'instant le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, évidemment, il va déterminer la suite. Alors, moi, il me semble que si on ajoute cette crise des finances publiques, les problèmes liés aux conditionnalités nouvelles. Les conditionnalités nouvelles, c'est
la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les discriminations sexuelles, sexistes ou ethnoculturelles, la lutte pour la parité, la lutte pour la participation, et tout ça veut entrer dans, par exemple, les cahiers des charges des équipements labellisés, même d'ailleurs des équipements non labellisés. J'ai vu récemment un document qui est envoyé par certaines mairies à leurs compagnies, aux compagnies qu'elles subventionnent, et j'ai vu par exemple qu'elles listaient jusqu'à 87 actions possibles. Pour ces 87 actions possibles, il fallait répondre ce qu'on faisait et comment on allait le faire. Et donc si vous imaginez le temps qu'il faut pour répondre à ces 87 questions, vous comprendrez que les milieux culturels, comme d'ailleurs d'autres milieux sociaux, qui en parlent aujourd'hui des agriculteurs, se sentent un petit peu accablés par le poids des normes, l'espèce de chronophagie et de bureaucratisation sous laquelle ils ploient et qui coûte de l'argent. Et qui coûte de l'argent. Si on ajoute à cela que, hormis les institutions labellisées, les institutions qui ne sont pas labellisées sont victimes, enfin, ou en tout cas sont dans un mode d'action qui est extrêmement compétitif, où il faut répondre à des appels à projets ou à des appels d'offres, et donc qui sont limités dans le temps, qui sont limités dans leur financement, qui ne permettent pas d'avoir une vision un petit peu prospective de leur action artistique. Alors on voit bien que c'est tout l'édifice qu'il faut reprendre. C'est pour ça que je dis on alerte, mais on n'a pas encore le mode d'emploi. Et le mode d'emploi n'est pas simplement un mode d'emploi sur le financement, les clés des financements, mais sur l'ensemble du fonctionnement et des modalités de l'action publique culturelle. Le mérite essentiel de ce rapport, c'est de mettre en alerte l'ensemble des parties prenantes. Alors, il le fait d'une façon qui est un peu soft. Je veux dire, le Sénat n'est pas connu pour ses coups de gueule. Hein. Le Sénat est une institution qui est pondérée, et je pense que c'est très bien qu'elle le soit ainsi, parce que justement, ça donne peut-être du poids à ces observations. Et là, ce que fait le rapport, c'est au fond de mettre un petit peu tout le monde devant ses responsabilités. Alors, il le fait d'une façon qui n'entre pas dans tous les détails, qui est peu critique finalement, même si il y a des éléments que l'on peut trouver assez forts. Et moi, je dirais que c'est un instrument dont devraient se saisir les collectivités les plus dynamiques, les milieux culturels qui devraient eux aussi être force de proposition, parce que pour l'instant, on les entend mal. On entend leurs plaintes, on entend leurs craintes, mais on entend mal les propositions. Et donc je crois qu'il faut que les uns et les autres aient l'audace d'aller au-delà de ce qui est proposé. En tout cas, ils ont un instrument pour le faire.